Pas les Bergs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 19e étape du Tour de France. Sûrement la dernière possibilité pour les baroudeurs de faire un résultat sur ce Tour de France. Je vous laisse découvrir donc sans plus attendre la petite vidéo présentation du profil de l'étape. On se retrouve juste après pour le petit point historique. Les amis, découvrons sans plus attendre le petit point historique du jour. Si Poligny n'a jamais accueilli le Tour de France, Moirand en montagne accueille, elle, pour la deuxième fois de son histoire, le peloton maillot jaune. La dernière venue de la Grande Boucle dans la commune jurassienne remonte à 2016 avec le départ de la 16e étape en direction de Berne, en Suisse, 209 km où le maillot vert Peter Sagan leva les bras. Les amis, avant de découvrir la célèbre question du jour, je vous propose de revenir un peu plus sur cette étape et de découvrir quelques éléments qu'il fallait savoir avant le début de cette étape. Alors aujourd'hui, c'est une étape promise aux sprinteurs, mais qui pourrait sourire aux baroudeurs, car il n'y a plus beaucoup de coureurs capables de gagner sur ce genre de terrain. Surtout que si on revient sur le profil, le début d'étape étant cabossé, il peut favoriser la formation d'une échappée qui pourrait prendre assez facilement le large. Bon, s'il y a des bosses sur le parcours, il faut savoir que les pourcentages qu'elle présente ne sont pas assez élevés pour que les sprinteurs soient mis en difficulté, mais il y a quand même un inconvénient qui pourrait priver les sprinteurs de la victoire, c'est la fraîcheur des équipiers. Et ces bosses-là pourraient encore plus fatiguer les équipiers. On l'a vu en plus hier, lorsqu'il fallait organiser la poursuite, le peloton était complètement à l'ouest, ne savait plus quoi faire, n'arrivait plus à réfléchir dû à la fatigue. Donc l'échappée en a profité et c'est Casper Asgreen de Soudal Quick-Step qui a réussi à piéger les sprinteurs et à lever les bras hier. D'ailleurs félicitations à eux qui ont connu un Tour de France assez compliqué. Je vous propose donc de découvrir la question du jour, à savoir qu'il y a quand même une interrogation ce matin au départ. Donc, les équipes de sprinteurs vont-elles réussir à contrôler la course? Découvrons sans plus attendre la question du jour. Les amis, tout d'abord, je souhaite préciser que cette question sera répondue en forme de dissertation. Un oui, un non, un non, un oui. C'est selon mon propre avis. Le premier sera mon avis personnel et donc la partie la plus longue. Tout d'abord, avant de découvrir mon avis personnel, le premier élément de réponse, contextualisons l'étape et résumons un peu ce qui s'est passé. On assistera tout d'abord à un départ d'étape ultra rapide, en effet, puisque on le sait, pour beaucoup de coureurs pensent que l'échappée peut aller au bout et donc vont vouloir se glisser dans l'échappée. On aura donc un peloton très vite en file indienne et au kilomètre 35, ce qui devait y arriver arriva. Dans la descente de la côte du Bois de Luange, le peloton se scinde en trois. C'est le résultat d'un départ aussi rapide. Bon, l'échappée va avoir du mal à prendre, il va falloir attendre plus de 50 km pour voir vraiment un groupe se détacher du peloton. Kilomètre 54, l'échappée prend enfin forme. On retrouve à l'avant Tiesj Benoot, Matteo Trentin, Julian Alaphilippe, Jack Haig, Nils Politt, Mats Peterson, un sprinter, donc qui pense qu'il n'y aura pas de sprint massif aujourd'hui. George Zimmermann, Warren Barguil et l'infatigable belge Victor Campenaerts. On retient aussi deux équipiers des deux grands leaders de ce Tour de France. Un équipier pour Jumbo-Visma, alors je pense que maintenant qu'on a la course gagnée, on laisse carte blanche. Et puis un équipier pour le maillot blanc de Tadej Pogačar. Maintenant qu'on sait qu'on ne gagnera pas le Tour de France, on laisse aussi carte blanche aux équipiers. Bon, le peloton ne va pas laisser filer l'échappée, laissant une avance d'à peine 1 minute aux hommes de tête. Cette stratégie peut être risquée pour ceux qui pensent pouvoir se jouer la victoire au sprint, puisqu'on va s'exposer à des contre-attaques. Le peloton ne laisse pas filer aussi parce qu'il y a des équipes qui ne se voient pas représentées à l'avant alors qu'elles voulaient faire cette course à l'avant, rouler pour pouvoir essayer de reprendre l'échappée ou en tous les cas d'être le plus près possible et pouvoir donc relancer une contre-attaque.
Bon, malheureusement, un incident dans l'échappée au kilomètre 82, c'est Nils Politt qui va voir sa chaîne se briser. L'échappée perd un de ses moteurs. Oui, gros coup dur pour l'échappée puisque c'était pas un de ses moteurs, mais réellement le moteur de l'échappée. D'ailleurs, depuis cet incident mécanique de Nils Politt, l'échappée s'est vraiment démoralisée. On ne s'entend plus et on perd vraiment beaucoup de temps. On est assez proche du peloton et donc au kilomètre 97,7, après s'être disputé le sprint intermédiaire, les sprinteurs ne se relèvent pas, ils vont initier une contre-attaque. C'est surtout Jasper Philipsen d'Alpecin Deceuninck qui va lancer les hostilités. On retrouve tous les sprinteurs du gratin mondial ou presque présents sur ce Tour de France. Il y aura la jonction avec la tête de la course au kilomètre 106. Dans cette échappée, on va tout faire pour essayer de déceler les sprinteurs qui sont accompagnés certains par des équipiers, de les fatiguer ou peut-être carrément de les voir ou peut-être carrément de les lâcher pour certains. On va retrouver en premier Campenarts et Clark sortir de ce groupe de tête. Mais ils ne vont pas creuser et d'ailleurs Clark va être victime de crampes et va laisser le Belge se débrouiller tout seul. D'ailleurs dans la Côte d'Ivoire à 30 km de l'arrivée, Kasper Asgreen, Ben O'Connor et Matej Moric sortent en contre-attaque et veulent reprendre Victor Campenarts. Ils vont le reprendre et ils vont immédiatement le distancer. Ces trois coureurs-là se joueront la gagne. Allez les amis, je vous propose de découvrir mon premier élément de réponse, mon avis personnel à cette question du jour. Alors mon avis personnel c'est un oui, désormais je vais vous l'expliquer pourquoi. Aujourd'hui l'étape est promise aux baroudeurs. Malgré une étape avec seulement 2 difficultés répertoriées, les chances de voir une échappée se jouer la victoire sont immenses. En effet, les coureurs ont emprunté un parcours carbossé ne présentant pas de partie réellement plate. Surtout que le début de l'étape est tracé sur des routes escarpées propices à la formation d'une échappée et surtout que celle-ci pourra donc prendre le large assez facilement. Bon, on arrive aussi en fin de Tour de France, même si les difficultés disposées sur le parcours ne présentent pas des pourcentages assez élevés pour que les sprinteurs soient mis en difficulté, leurs équipiers n'auront plus la force de contrôler. On l'a vu hier, les équipiers de sprinteurs ont eu du mal à cadenasser la course. Dans le final, la fatigue après le pas sur la réflexion n'a pas permis d'organiser une poursuite. Bon, cette étape s'est courue sous une forme de classique. Dès le kilomètre 0, beaucoup de coureurs étaient à bloc, même l'entièreté du peloton, puisque beaucoup de coureurs voulaient être à l'avant aujourd'hui. L'échappée a donc mis du temps à se former. Un groupe s'est réellement détaché du peloton après au kilomètre 54 car à chaque fois qu'il y a un groupe qui essayait de prendre un peu d'avance, une équipe non représentée à l'avant relançait. Bon, le peloton n'a pas laissé plus de 2 minutes aux fuyards. Là encore, des équipes non représentées à l'avant ne se sont pas découragées. On va assister à une relance. Après le passage sur la ligne du sprint intermédiaire, Jasper Philipsen, le maillot vert, initie une contre-attaque. Et va emmener dans son sillage l'entièreté ou presque du gratin du sprint mondial présent sur cette grande boucle. On peut ici faire le parallèle avec les classiques en notant qu'il n'y a aucun répit. On assiste encore à des relances. Et d'ailleurs, durant cette étape et surtout dans sa deuxième partie, les coureurs ne comptent pas leur coup de pédale, ne pensant pas à l'étape de demain qui risque d'être dantesque. Ils comptent pas leur coup de pédale surtout aussi parce que la présence de Jasper Philipsen du maillot vert mais aussi de certains sprinteurs ne plaît pas à tout le monde puisque pour ceux qui sont un peu moins rapides, si on arrive groupé, on a course perdue. D'ailleurs, dans les dernières bosses de la journée, certains coureurs essayent de piéger les sprinteurs ou tout du moins de les fatiguer. Certains vont y arriver puisque dans le final, 3 coureurs se présentent en premier sous la flamme rouge et vont se disputer la victoire. D'ailleurs, ce dernier argument me permet de faire la transition avec un contre-avis. On le découvre sans plus attendre. Les amis, ici pour moi la réponse à la question est positive, pour certains elle sera négative, donc il est moment de détailler les propos de la négation. Le peloton, dans un premier temps, le peloton n'a pas laissé énormément de crédit à l'échappée. Le parcours comporte seulement 2 difficultés répertoriées au Grand Prix de la Montagne. Ces ascensions ne présentent pas de pourcentage assez élevé pouvant mettre en difficulté des sprinteurs. Donc, si les équipiers n'ont plus la force de cadenasser
la course, les sprinteurs peuvent très bien se glisser dans l'échappée. Deux possibilités s'offrent aux hommes rapides du peloton. Premièrement, dans le cas où les équipiers sont réellement épuisés, sont réellement à bloc dans cette fin de Tour de France, les sprinteurs peuvent se glisser à l'avant dès les premiers kilomètres. C'est ce qu'a fait par exemple l'ancien champion du monde, Mats Peterson. Et puis, il y a un deuxième cas, dans le cas où les équipiers ont encore de l'énergie à revendre, mais pas assez pour contrôler la course jusqu'à l'arrivée. Les sprinteurs leur demanderaient de ne pas laisser une avance trop importante aux fuyards afin d'initier une contre-attaque à un moment assez précis de la course. Donc par exemple, après s'être disputé le sprint intermédiaire, d'ailleurs ce sprint intermédiaire concorde aussi avec une désorganisation à l'avant suite à un incident technique pour Nils Politt. D'ailleurs, on parlait de cette contre-attaque initiée par Jesper Philipsen lors du passage sur la ligne du sprint intermédiaire. À l'avant, donc comme je vous l'ai dit, le groupe de tête ne s'en sent plus. Certains coureurs possèdent un équipier dans le groupe de contre-attaque. Ils ont donc aucun intérêt à collaborer et ils ont donc tout intérêt à laisser le retour du groupe de contre-attaque. Il faut aussi se dire que la présence de Jesper Philipsen du maillot vert et de la majorité des sprinteurs de renom dans le groupe de contre-attaque décourage certains coureurs. On se dit on est battu complet. Donc on voit que cet élément est assez négatif alors que normalement quand on est baroudeur, on croit coûte que coûte à l'exploit, à nos chances d'aller au bout. On ne connaît pas la négation, on connaît que le positif. Bon, le groupe de poursuivants établit la jonction avec la tête de la course au kilomètre 106. Si certains coureurs ont profité des dernières pauses de la journée pour prendre de l'avance, les coureurs piégés n'essayent pas d'organiser une poursuite. Dans un premier temps, tous les coureurs y vont de leur propre attaque avant de se regarder et de laisser le poids de la course à Alpecin-Deceuninck. Ça, c'est un peu logique aussi, qu'on laisse le poids à l'équipe favorite dans ce groupe. D'ailleurs, pour certains coureurs, quoi qu'il se passe, on pense que l'on joue battu. Dans le cas où les trois fuyards résistent, la victoire d'étape se jouera entre eux. Et puis dans le cas où les contre-attaquants parviendraient à revenir sur la tête de la course, on pense que Jesper Philipsen, le maillot vert, aurait course gagnée. Alors là aussi c'est un peu négatif pour des baroudeurs, comme je vous l'ai dit, on croit toujours à l'exploit. Malheureusement cette réflexion est illogique, car qui ne tente à rien n'a rien, surtout en fin de Tour de France où l'état de fraîcheur compte plus que tout. Oui, on a passé beaucoup de bosses, beaucoup d'étapes de montagne et les sprinteurs sont pas frais, donc peut-être que même si on est on va un peu moins vite qu'un pur sprinter, peut-être qu'on est un peu plus frais et qu'on peut faire la différence. D'ailleurs, Moritz l'a fait dans le final alors qu'il est en toute logique, en théorie, moins rapide que Kasper Asgreen au sprint. Les amis, concluons donc nos propos sur cette fameuse question du jour avec la réponse à la question. Alors qu'en théorie, cette étape était promise aux baroudeurs du fait d'un parcours escarpé et de son positionnement sur le tracé du Tour de France, dans les faits, son sort a été des plus indécis. En effet, dans un premier temps, le peloton a gardé à distance respectable l'échappée avant que la majeure partie des sprinteurs décident eux-mêmes de se lancer à sa poursuite. Malheureusement, si les sprinteurs ont su dans un premier temps s'entendre pour entrer sur la tête de la course, ils n'ont pas su s'allier pour faire face aux assauts qu'ils ont reçus dans le final, alors qu'une bonne organisation leur aurait sûrement permis de cadenasser la course et de se disputer la victoire. Les amis, je vous propose désormais de s'attarder à la rubrique chiffres du jour et ressortir quelques stats de cette étape. Les amis, c'est parti pour la rubrique chiffres clés du jour. On commence avec les vitesses moyennes. La tête de course a parcouru 49,2 km dans la première heure de course. On va vraiment très vite, la tête de course, surtout le peloton. Les hommes de tête ont parcouru 47 km dans la deuxième heure. On a donc une moyenne de 48,1 depuis le départ de l'étape. Ce qui fait donc sur l'ensemble de l'étape une moyenne de course à 49,1 km/h en tous les cas pour le vainqueur d'étape. À savoir que la tête de course a eu maximum et c'était à l'arrivée en passant sur la ligne 13 minutes 43 d'avance sur le peloton maillot jaune. Allez les amis, découvrons sans plus attendre les différents classements et porteurs de maillots. C'est parti.
On commence avec le top 10 de l'étape, victoire de Matej Moric en 3h31 et 2 secondes. Le Slovène s'offre une troisième victoire d'étape sur la grande boucle. En deuxième position, on retrouve le vainqueur d'hier, Kasper Asgreen, qui n'aura pas fait le doublé malheureusement pour lui et pour Soudal Quick-Step. En troisième, on retrouve un coureur qui était favori au podium au départ de Bilbao, mais malheureusement qui a connu des malheurs sur ce Tour de France et qui se rattrape dans cette dernière semaine, Ben O'Connor. Enfin, Jasper Philipsen, quatrième, qui règle le groupe des poursuivants, le groupe des sprinters. On retrouve cinquième pour compléter ce top 5 le Danois Mats Petersen, à savoir le premier Français Christophe Laporte, sixième. Sixième, mais on l'a vu lever le pied quand il a compris que les sprinters ne se joueraient pas la victoire, alors que on le voyait très en forme depuis ce début de Tour de France et depuis le début de la saison. Allez, les différents porteurs de maillot, Jonas Vingegaard en jaune, Giulio Ciccone maillot à pois, Jasper Philipsen en vert, Tadej Pogačar en blanc, Jumbo-Visma, meilleure équipe. Le dossard doré de la combativité Century 21 est attribué à Victor Campenaerts. Allez, le top 10 du classement général, Jonas Vingegaard en jaune, lui qui se dirige tout droit vers un deuxième sacre d'affilée. En deuxième position, on retrouve Tadej Pogačar qui accuse un retard de 7 minutes 35 sur le maillot jaune. Un troisième Emirati pour compléter le podium, c'est Adam Yates. Pour compléter le top 5, on retrouve désormais à la quatrième place Carlos Rodriguez. En cinquième, on retrouve Simon Yates, l'autre frère Yates. C'est vraiment exceptionnel de voir les deux frères dans le top 5 de ce Tour de France. Premier français à noter, c'est David Gaudu, 10e, avec un retard de 17 minutes 57 sur le leader. Allez les amis, je vous propose de nous attarder sur l'étape de demain. C'est notre nouvelle rubrique spéciale 2023. Allez les amis, découvrons tout d'abord le profil de l'étape. Une étape demain entre Belfort et le Markenstein. Une étape qui nous rappelle des souvenirs, en tous les cas pour la grande boucle féminine. L'année dernière, c'était l'étape Rennes, une étape de 133,5 km. Une étape de moyenne montagne ou pas, plus que on a quand même un dénivelé positif de 3484 mètres positifs. On attend demain plusieurs scénarios, soit une échappée, soit les favoris, même si c'est peut-être la dernière chance d'espérer quelque chose avant l'arrivée à Paris, mais il n'y a presque plus rien à jouer. Bon, il y a aussi peut-être donc la volonté de s'offrir une victoire de prestige côté favori. On arrive aussi demain chez Thibaut Pinot qui jouera à domicile et on pense que ses supporters vont lui préparer quelque chose. On découvre, ça me permet donc de faire la transition et de découvrir les favoris du jour pour moi. On retrouve donc le futur vainqueur de ce Tour de France, Jonas Vingegaard. Maintenant qu'il a la course gagnée, il est détendu, il va pouvoir se focaliser sur la victoire d'étape. Lui qui voulait gagner à Courchevel mais qui n'a pas atteint son objectif va vouloir prendre sa revanche. Et puis donc va vouloir s'offrir une victoire de prestige. Le deuxième, ça sera sûrement le deuxième du Tour de France, à moins d'une seconde défaillance en 3 jours. On lui souhaite pas à Tadej Pogačar. Lui qui va vouloir laver donc son honneur et finir le Tour de France sur une bonne note. Et donc s'offrir une victoire de prestige. Et puis le troisième, il va sûrement se sentir pousser des ailes. Il arrive chez lui. Il jouera à domicile, j'en ai parlé il y a quelques secondes, c'est Thibaut Pinot qui est en forme sur cette grande boucle, c'est le peut-être seul point positif pour Groupama FDJ, lui qui évoluera presque à domicile et qui va sûrement se glisser dans l'échappée. Et donc ça serait beau de s'imposer à domicile pour son dernier Tour de France, en tout cas c'est ce qu'on souhaite nous Français. Pour l'ancien maillot blanc et maillot bleu, l'ancien maillot blanc du Tour de France et maillot bleu du Giro d'Italie. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo et je vous dis Kishet Pali, à la prochaine, salut, ciao, bye bye.